Eh bien, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce nouveau webinaire parlera aujourd'hui de la justice, du droit pénal, de la prison et tout ça en regard de l'usage de drogue. Donc, je vous rappelle que c'est un webinaire qui s'inscrit dans la série qui remplace le colloque de la liaison antiprohibitionniste qui devait avoir lieu en septembre 2020, qui a été reporté en mars 2021. Et voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui sur le site modèlesaSuivre.org où sont rassemblés une bonne partie des orateurs qui étaient prévus à ce colloque et même quelques petits bonus. Alors, pour parler de tous ces thèmes aujourd'hui, j'ai avec moi Marie-Sophie Devresse, Christine Guillain et Amaury Verhofstratton. Merci beaucoup pour votre présence pour discuter de ces thèmes-là. Marie-Sophie Devresse, je vais commencer par vous présenter. Vous êtes professeure à l'école de criminologie de l'UC Louvain et vous êtes membre également du Centre de recherche interdisciplinaire sur la déviance et la pénalité, le CRIDEP. Et vos travaux actuellement sont principalement consacrés aux transformations actuelles de l'exercice de la justice criminelle et surtout l'analyse des dispositifs de surveillance électronique. Et vous êtes aussi beaucoup intéressé à l'expérience des justiciables. D'une part, vous avez analysé le vécu des acquittés, des condamnés de la justice pénale internationale, mais la raison de votre présence aujourd'hui, c'est parce que vous avez aussi, certes, il y a un certain temps, travailler sur le vécu des usagers de drogue par rapport à leur expérience dans la justice pénale. Bonjour. Bonjour. Christine Guillain, vous êtes professeure de droit pénal et de procédure pénale à l'Université Saint-Louis Bruxelles. Vous êtes aussi responsable du groupe de recherche en matière pénale et criminelle, qu'on appelle aussi le GREPEC. Vous avez été avocate au barreau de Bruxelles et votre thèse de doctorat en droit parlait des facteurs de criminalisation et des résistances à la décriminalisation de l'usage de drogue. Bonjour Christine. Et Bonjour. enfin, Amaury Verhofstratton, vous êtes avocat au barreau de Bruxelles et vous êtes aussi assistant à l'ULB en introduction au droit. Et votre présence ici s'explique notamment par le fait que vous assistez souvent des suspects privés de liberté lors de leur première audition policière ou lors d'une audition d'instruction et que vous avez dans votre clientèle pas mal de personnes qui se trouvent là pour des faits de drogue. Voilà. Bonjour à vous trois. La Bonjour, première question merci. que j'aimerais vous poser, en fait, puisqu'on va parler d'usage de drogue par rapport à la loi, l'usage de drogue, en fait, on en a une image assez monobloc, assez homogène et peu différenciée. Or, il me semble qu'il y a quand même tout un éventail d'usages différents qui peuvent prêter à des conséquences judiciaires différentes. Il y a tout un pan d'usage non problématique. L'usage problématique lui-même n'est pas spécialement l'addiction. Toute addiction ne pose pas forcément problème. Donc, comment affiner en fait la perception de ce que c'est l'usage de drogue? Qui veut se lancer pour cette première réponse? Christine. Moi, je veux bien commencer peut-être avec une petite précision d'ordre juridique. C'est que, aux yeux de la loi sur les drogues, donc c'est la loi du 24 février 1921, l'usage en fait de la consommation ne constitue pas une infraction. Donc, c'est uniquement tous les comportements qui entourent l'usage de la consommation, donc la détention. Pardon, la détention constitue une infraction, le fait de transporter de la drogue constitue une infraction, le fait d'importer, d'exporter, de vendre. Juste une Mais petite la question, est-ce qu'il y a une raison précise pour laquelle l'usage de drogue en lui-même n'est pas incriminé par la loi? Parce que dans les faits, il l'est. Si tous les comportements autour sont incriminés, forcément, on consomme de la drogue, on en détient forcément. Alors, dans d'autres pays, l'usage en lui-même est incriminé. Donc, est-ce qu'on sait pourquoi chez nous, ce n'est pas le cas? Est-ce qu'il y a une raison quelconque à ça? Non, en tout cas, moi, je n'en vois pas. Sur le plan historique, c'est un petit peu étonnant parce que le législateur belge, à l'époque, en 1921, a copié le législateur français, donc c'était la loi de 1916, et la loi française incrimine l'usage. Et le législateur belge était très, très mal inspiré à l'époque parce qu'il n'y avait pas de problématique liée à l'usage de stupéfiants, il n'y avait pas d'usage d'opium, contrairement à la France. Il a copié le législateur français, mais il n'a pas copié l'incrimination d'usage. Alors, ça ne change pas grand-chose puisque, comme vous l'avez dit, en fait, on incrimine la consommation via les comportements qui entourent la consommation, notamment la détention. Et avant, on incriminait également l'usage en groupe. Ça a été décriminalisé en 2003, mais l'usage en groupe visait à lutter contre les fumeries d'opium.
qui existait en France. Donc, à nouveau, on copie le législateur français et dans les fumeries d'opium, on consommait en groupe. Peut-être juste préciser par rapport à votre question, c'est qu'effectivement, on fait la différence entre des consommations dites problématiques ou à tout le moins des consommations selon qu'elles s'inscrivent en privé, dans le cadre d'un usage privé ou d'une consommation sur l'espace public. Donc maintenant, la détention de cannabis en vue d'un usage personnel par un majeur a été dépénalisée, à savoir qu'en 2003, on a diminué les peines applicables à ce comportement et c'est dorénavant une amende de 15 à 25 euros, ce qui constitue une contravention, à tout le moins pour la première infraction. Mais ça, c'est uniquement si on consomme chez soi. Là, on estime que ça ne pose pas de problème. On parle bien de Maintenant, si... cannabis, là, où c'est pour… Alors, je parle uniquement pour le cannabis. Oui, on fait une D'accord. distinction entre le cannabis et les autres drogues. Et donc, la dépénalisation, c'est uniquement pour la détention de cannabis. En revanche, si la détention de cannabis a lieu dans l'espace public, alors, suite à un arrêté royal de 2017, on a repénalisé la détention de cannabis puisque c'est dorénavant un emprisonnement de 3 mois à 1 an. Donc, on fait cette distinction entre une consommation privée qui ne pose aucun problème, et dès qu'elle s'inscrit dans l'espace public, elle pose un problème. Et apparemment, c'est la même chose maintenant au Luxembourg, puisqu'on sait qu'il y a eu où il va y avoir une modification de la loi. Et là, il y aurait une autorisation, donc une décriminalisation totale de l'usage privé et la possibilité même de cultiver du cannabis à des fins privées. En revanche, à nouveau, quand ça s'inscrit dans l'espace public, ça serait une amende de l'ordre de 175 euros. Voilà, donc on peut interroger le regard du législateur concernant cette distinction entre consommation privée et consommation publique. Est-ce que je suis le seul à trouver que toutes ces lois et ces changements de loi, etc., que ce n'est pas très clair? Est-ce que le consommateur s'y retrouve encore? Est-ce que les gens savent ce qu'ils ont le droit de faire ou pas en matière de cannabis? C'est vraiment le cannabis qui pose problème. On sait bien que toutes les autres substances, il y a moins de nuances, mais sur le cannabis, depuis une vingtaine d'années, quelque chose comme ça, il y a quand même eu des revirements et des allers-retours. Je peux continuer, mais je vois que Marie-Sophie veut prendre la parole. Ouais, je t'en prie, vas-y Christine. Moi, je voulais encore rebondir un petit peu sur un des éléments liés à la question d'Olivier sur la variété des consommations, mais c'est bien de continuer dans la lancée, puis Amaury visiblement a quelque chose aussi. Mais tout à fait, c'est impossible de s'y retrouver. Il faut vraiment être un spécialiste de la question pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et donc, en fait, c'est source de ce qu'on appelle l'insécurité juridique, ce qui est contraire au principe de l'égalité. Le principe de l'égalité, c'est un principe très, très important en matière pénale, à savoir que quand quelqu'un adopte un comportement, il doit savoir si oui ou non ce comportement constitue une infraction pénale, d'autant que dans le pénal, l'infraction est susceptible de donner lieu à des peines d'emprisonnement, donc peut aller jusqu'à une privation de liberté. Et c'est justement à ce titre que la Cour d'arbitrage, à l'époque, donc ce qu'on appelle maintenant la Cour constitutionnelle, avait annulé partiellement la loi de 2003, donc celle dont je vous ai parlé, qui a revu les peines à la baisse pour la détention de cannabis, justement pour violation du principe d'égalité. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ça a fait un trou dans la loi. On n'a jamais réparé ce qui avait été annulé partiellement par la Cour d'arbitrage, mais on a adopté une directive de politique criminelle. Et donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment un bricolage juridique, c'est impossible de s'y retrouver parce qu'il faut jongler avec la loi sur les drogues qui a été multipliée à plusieurs reprises. Il faut tenir compte de l'arrêté royal parce que c'est une loi d'habilitation. On peut y revenir, c'est intéressant aussi. Et en plus, il faut tenir compte des directives de politique criminelle, à savoir des directives qui entourent l'attitude de la police et du parquet. Donc, c'est des directives qui donnent des lignes de conduite à la police et au parquet. En l'occurrence, ici, pour la détention de cannabis, on dit qu'on doit y réserver la plus faible des priorités, ce qui veut tout et rien dire. Donc, ça veut dire que le parquet peut classer sans suite, même si ça constitue toujours une infraction, mais il y a une série de circonstances particulières qui font que le parquet peut déroger de ces lignes de conduite, ce qui donne vraiment lieu à un patchwork de pratiques. Il y a beaucoup de pratiques divergentes entre les substituts et Oui, entre les il y a parquets. clairement des parquets qui sont connus pour leur attitude très restrictive vis-à-vis des drogues malgré les directives et d'autres, au contraire, plutôt coulants, quoi. Tout à fait.
Ouais. Marie-Sophie, vous vouliez intervenir sur la Oui. granularité de l'usage? Mais en fait, je trouve que c'est intéressant parce que à la fois Christine Guillain met vraiment bien en avant, en effet, la complexité des textes et la difficulté de s'y retrouver en termes, comme elle disait, de sécurité juridique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et à côté de cette complexité de texte, je trouve qu'il y a quand même une très grande simplification aussi, paradoxalement, de ce que concerne finalement l'usage de drogue. Et ça renvoie à la question que vous aviez posée d'entrée de jeu, Olivier, à savoir le fait qu'il y a des formes multiples de consommation, alors qu'on a finalement des textes juridiques qui font des distinctions finalement assez simplistes, hein, des consommations en groupe ou individuelles de cannabis ou dérivés versus autres drogues, problématiques versus non problématiques. Là, on peut avoir éventuellement une nuance, mais globalement, ce sont des grandes catégories, alors que votre question le sous-entendait à juste titre, la consommation de stupéfiants, c'est quelque chose de complexe et il y a presque autant de types de consommation que de consommateurs. Et je trouve aussi que quelque chose que la loi prend peu en compte, et ça pose d'ailleurs, et peut-être Amaury aura des choses à dire là-dessus, d'autres questions de sécurité juridique à cause de l'arriéré judiciaire, on ne prend pas aussi en compte l'évolution qu'une personne peut avoir dans sa consommation. C'est-à-dire que le système pénal est focalisé sur le moment de la transgression d'une norme, et c'est ça qui, entre guillemets, l'intéresse. Mais on se rend compte qu'assez souvent, des usagers, ils ont des trajectoires, ils ont consommé à un moment donné, à d'autres moments, ils consomment moins. On peut imaginer aussi que le passage d'une drogue à une autre constitue un moment où on va mieux, entre guillemets, si on a été mal. Je ne dis pas que tout le monde va mal en consommant, mais enfin, dans certains cas, ça peut être compliqué quand même. Et on peut, par exemple, prendre une autre drogue et aller mieux, mais ça tombera toujours sous le coup du système pénal, comme s'il s'agissait d'un comportement aussi problématique que celui d'une drogue éventuellement plus dure ou d'un autre type de consommation. Bref, on a des consommations multiples et puis on a des consommations qui évoluent dans le temps et on a finalement un système pénal extrêmement complexe à comprendre, mais qui résonne finalement sur la base de catégories très simplistes et sur un moment T. Et nombre d'usagers disent, bon, à un moment donné, quand telle affaire est tombée, moi, j'étais plus du tout là-dedans et on est revenu sur une vieille histoire et j'avais l'impression qu'on parlait plus de moi. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et votre question posée et la réponse de Christine met bien en avant la non-coïncidence finalement de la réponse juridique extrêmement complexe dans sa mise en œuvre, très simpliste dans sa conception, pour rencontrer finalement des réalités humaines complexes, différentes, évolutives. Et voilà, c'était un peu sur ça que je voulais réagir. Ok, merci. Dans la pratique, voyons comment ça se passe. Vous, Amaury, qui avez quand même des usagers de drogue dans votre clientèle, qui c'est qui se retrouve devant la justice à devoir s'expliquer pour quel genre de fait, pour quel type d'usage aussi, puisqu'on a parlé des types d'usage, pour quel genre de substance, etc. Quel est le profil de ces personnes? Et alors aussi, in fine, qui de ceux-là et de celles-là se retrouvent au final aussi réellement en prison? Oui, alors pour rebondir brièvement sur ce qui avait été, je rejoins entièrement Marie-Sophie et Christine dans ce qu'elles ont dit sur le manque de nuances des textes législatifs. En fait, tous les actes sont incriminés, donc la fabrication, le trafic, la vente, l'offre à la vente sont incriminés de la même manière par la loi pénale. Et les différentes substances aussi d'ailleurs. On ne fait pas de différence, de distinction en fonction de la dangerosité du produit ou du mode de consommation. Alors, pour répondre à votre deuxième question, Olivier, sur qui se retrouve devant les tribunaux, eh bien, moi, je dois dire, donc, vous l'avez souligné lorsque vous m'avez présenté, moi, j'assiste très souvent des suspects dealers, des suspects dealers ou détenteurs, mais c'est plus rare, lors de leur audition. Audition policière ou audition juge d'instruction, donc quand le procureur demande de les placer, de les envoyer en détention préventive le temps de l'enquête. Il faut savoir que les dossiers stupes, quand je suis appelé par la permanence pour me rendre en audition, une fois sur trois, c'est un dossier stupéfiant. Donc, ça représente vraiment une grosse partie
des arrestations, en tout cas à Bruxelles. Et alors, devant le juge d'instruction, j'ai un peu regardé l'ensemble de mes dossiers. Sur l'année écoulée, c'est 1 fois sur 2. Donc, quand je suis appelé pour me rendre chez le juge d'instruction, je sais qu'1 fois sur 2, c'est pour assister un présumé dealer ou cultivateur de stupéfiants. Alors, qui sont ces gens? Moi, je suis frappé par le jeune âge des suspects. On parle d'une moyenne de à peu près 30 ans et j'ai j'ai beaucoup de suspects qui ont la vingtaine. Donc, 18, 19, 20, et je vous dis, la moyenne se situe autour de 30 ans. Des jeunes issus d'un milieu plutôt pauvre, plutôt peu scolarisé, dont les parents ne travaillent pas toujours, en tout cas les 2 parents ne travaillent pas toujours. Ça, c'est, je veux dire, la clientèle audition que je rencontre. Et puis, bien entendu, c'est aussi tous des suspects issus, enfin, des gens issus de l'immigration, ou bien en tout cas avec un background de l'immigration, essentiellement des suspects d'origine marocaine, parfois albanaise ou turque. Donc, vous me demandez qui se retrouve en audition ou devant les tribunaux, des jeunes et des gens peu éduqués issus de l'immigration. Alors, quand on vous entend parler, on n'a pas spécialement l'impression que ceux qui se retrouvent devant la justice sont des gros bonnets. Vous parliez aussi de cultivateurs. Est-ce que c'est des petits cultivateurs qui cultivent 2 ou 3 plantes, ou bien c'est déjà des cultures assez conséquentes, ou on est à quel niveau? Ce sont des cultures assez conséquentes, donc on chiffre les plants par centaines, 800 plants, 900 plants. Et souvent, on a affaire à des jardiniers, donc des gens à qui on a promis un emploi dans leur pays d'origine. Donc là, je pense à l'Albanie ou à la Turquie. On leur promet un emploi bien rémunéré ici à Bruxelles. Bon, on les enferme dans une maison ou dans une cave complètement isolée, donc pour que personne ne puisse voir à l'intérieur, pour que personne ne suspecte qu'il y a de la vie en fait dans la maison. Et la seule responsabilité de cette personne, c'est de soigner les plants, si je puis dire, avec une rémunération promise, mais qui n'arrive jamais, ou qui en tout cas n'arrive pas avant qu'on découvre la plantation et que cette personne, et uniquement cette personne, soit arrêtée. Donc, quand je dis les cultivateurs, ce n'est pas le particulier qui cultive pour sa consommation personnelle ou en tout cas pour lui-même et ses amis. Non, c'est vraiment des gros espaces, mais pas pour eux-mêmes et pas pour le commercialiser eux-mêmes, sinon pour d'autres personnes qu'on n'arrive généralement pas ou difficilement à identifier. Et les consommateurs devant la justice, c'est plutôt rare, plutôt fréquent? C'est après de nombreuses récidives, ou il n'y en a pas du tout? Dans mon expérience, pas du tout, ou en tout cas pas quand il s'agit de la seule infraction. Donc le détenteur, puisque c'est, comme Christine a indiqué, la détention qui est incriminée, il ne se retrouve, à ma connaissance, pas en audition et pas devant le tribunal. Par contre, celui qui est suspecté de coups et blessures dans le cadre de violences intrafamiliales ou d'un vol à la tire et sur qui on trouve également une petite quantité de stupéfiants, eh bien, il sera poursuivi pour les premiers délits et aussi accessoirement, si je puis dire, pour la détention de stupéfiants. Mais des dossiers autonomes pour détention de stupes, je n'en connais pas. D'accord. Et donc, la fin de ma question, c'était aussi donc, vous voyez un peu l'entrée, mais à la sortie, qui se retrouve en prison, et quel type d'infraction mène à la prison plus qu'un autre? Est-ce que tous ces gens-là sont susceptibles de se retrouver en prison, tous ceux dont vous avez parlé? Alors, pour la prison, il faut distinguer 2 stades, je dirais. Il y a le stade de l'enquête avant le procès, où il peut être question de détention préventive, et la loi prévoit en fait 3 critères pour pouvoir placer quelqu'un sous mandat d'arrêt, donc en détention préventive. C'est le risque de récidive, le risque de soustraction à la justice
et le risque de collusion avec des tiers. Alors, il y a certains facteurs qui vont presque automatiquement vous donner un ticket pour la case prison. Si vous êtes en séjour irrégulier, donc si le suspect est en séjour irrégulier en Belgique, il est assuré de se retrouver à Saint-Gilles. Si c'est à Bruxelles, parce qu'on considérera que le risque de soustraction est trop élevé. Donc, repensez à l'exemple que je vous ai donné sur le cultivateur qui est venu ici pour quelques mois. On lui avait promis monts et merveilles. Celui-là, il est assuré de se retrouver en détention préventive jusqu'au jour de son procès. Et celui qui ne dispose pas de revenus déclarés, de revenus réguliers, celui-là, il a aussi de fortes chances d'être placé sous mandat d'arrêt parce qu'on considérera, le juge d'instruction et puis la chambre du conseil considérera que le risque de récidive est manifeste vu le caractère lucratif de la culture ou de la vente des stupéfiants par rapport à son absence de revenus. Ouais. Vous l'évoquiez tout à l'heure, visiblement on retrouve devant ces prisons des personnes de catégorie socio-économique plutôt faible et des personnes d'origine étrangère issues de l'immigration. Alors on sait bien que pas mal des lois de prohibition des drogues ont à l'origine été prises avec notamment comme arrière-pensée un contrôle de population étrangère ou jugée dangereuse. Et on reproche souvent, notamment aux États-Unis ou en Angleterre, une application des lois drogue assez raciste. Donc, selon la couleur de peau, on a X % de chances de plus ou de risque de plus d'être interpellé par la police. Est-ce que c'est quelque chose qu'on constate en Belgique aussi? Je ne sais pas qui veut répondre, éventuellement Marie-Sophie. Christine, qui se lève. Christine voulait réagir peut-être par... Oui, mais on peut y revenir par la suite. Moi, je voulais juste préciser que effectivement, les personnes qui se retrouvent en prison pour des faits de drogue, c'est souvent des jeunes, c'est des personnes qui sont précarisées, enfin dans une grande précarité. En tout cas, ils sont peu diplômés, et ils sont souvent d'origine étrangère et souvent en séjour illégal, mais ça ne fait que refléter la population pénitentiaire. Puisque c'est vraiment les paramètres qu'on met en avant pour distinguer la population pénitentiaire. Mais il faut savoir évidemment que le contentieux des drogues alimente fortement la population pénitentiaire. Il y a eu une interpellation du ministre de la Justice il y a 2 ans qui disait qu'il y avait 50% de la population pénitentiaire qui était liée directement ou indirectement au contentieux des drogues. Alors soit, comme l'a dit Amaury, c'est des gens qui ont commis uniquement des infractions en matière de drogue, et là il s'agit d'infractions que la justice considère comme relativement graves, donc c'est souvent du deal, c'est de la vente, c'est de l'import, c'est de l'export, mais souvent vient se greffer sur ce contentieux de drogue un autre type d'infraction, par exemple le séjour illégal, puisque le séjour illégal est une infraction pénale. Donc voilà, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, et il faut savoir que quand quelqu'un est en détention préventive, donc comme Amaury l'a expliqué, il y a un mandat d'arrêt qui a été délivré. Si la personne reste en détention préventive jusqu'au moment du jugement, le juge a souvent tendance à couvrir la détention préventive, et donc la personne risque de l'emprisonnement ferme. Il faut savoir aussi que pour les usagers de drogue, à tout le moins ceux qui commettent des infractions pour assurer leur consommation, ils ont la possibilité de bénéficier de ce qu'on appelle le sursis à l'exécution des peines, à savoir qu'ils sont condamnés mais ne doivent pas exécuter leur peine. Ils ont la possibilité de cumuler des condamnations avec sursis à plusieurs reprises, même s'ils ont déjà des antécédents, mais avec le risque qu'à un moment donné, ils soient condamnés à une peine d'emprisonnement ferme et que tous les sursis antérieurs soient révoqués et que donc les peines d'emprisonnement soient cumulées, et ils se trouvent à devoir exécuter des peines qui sont relativement élevées. Voilà. Et je veux bien répondre aussi par rapport aux discriminations raciales, mais je vais peut-être laisser la parole d'abord à Marie-Sophie qui voulait aussi réagir, je pense. Mais oui, on est tout à fait sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire, Christine a évoqué effectivement le fait que le profil d'usager qui est interpellé par la justice, qu'évoquait Amaury, renvoie finalement au profil général de la population pénitentiaire. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que tout ça vient se greffer dans un processus
qui se passe déjà, je dirais, au niveau policier, c'est-à-dire au tout début de la chaîne pénale et judiciaire, à savoir le fait que d'une manière générale, et ça ce n'est pas propre à la question des stupéfiants, mais la police est toujours obligée, et ça c'est même pas idéologique, je dirais c'est pratique, est toujours obligée, je dirais, d'opérer des sélections hein, dans ce à quoi elle répond. La police ne peut pas, d'une manière générale, réagir à tous les faits infractionnels qui arrivent dans un pays ou dans une ville donnée, ça c'est une évidence. Et donc elle est amenée à opérer des sélections, et c'est évidemment dans ce processus de sélection que toute la problématique vient se nicher d'une certaine manière. Et les paramètres sont multiples. Voilà, on pourrait assez rapidement, et je ne me fais pas ici la porte-parole de la police, loin de là, je connais les dérives qu'il peut y avoir en matière de stupéfiants, mais ça n'est pas seulement non plus une seule question idéologique, c'est aussi parce qu'il y a des enjeux de visibilité plus forte de certaines populations, que c'est beaucoup plus facile aussi d'interpeller certains, que certains types de consommation sont plus évidentes, sont moins cachées, que certains quartiers sont des quartiers dans lesquels la police a plus l'habitude de patrouiller, de viser, etc. Donc il y a une multiplicité de mécanismes qui sont susceptibles d'intervenir. Donc l'idéologie peut en faire partie, hein, mais ça n'en est qu'un, je dirais, parmi tout un ensemble d'éléments qui font que systématiquement, je dirais, comme on le dit en wallon, c'est toujours les petits qui raquent, hein, les petits qu'on spotche, comme on dit, dans la mesure où finalement c'est toujours les petits qui représentent en fait la sélection la plus évidente. Et on le voit d'une manière plus globale. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de délinquants économiques et financiers en quantité à l'intérieur des prisons? Parce que d'abord, ils ont une faible visibilité, c'est beaucoup plus compliqué, il faut beaucoup plus de moyens pour faire une enquête économique et financière. Cela dit, ça n'empêche pas qu'on peut quand même voir en matière de politique criminelle, là où on met les moyens. Hein. En matière de délinquance économique et financière, il y a très peu de moyens qui sont donnés. Et on voit qu'en matière de stupéfiants, alors les magistrats vous diront qu'ils n'ont pas assez de moyens, la police vous dira qu'ils n'ont pas assez de moyens non plus, mais on le voit dans les chiffres qui ont été évoqués, il y a une énergie dingue de la part du monde policier et de la magistrature qui est consacrée concentré autour de la question des stupéfiants. Et ça amène aux chiffres qu'Amaury évoque. Et dans ce sens-là, il y a quand même des questions à se poser, en effet, sur la question de l'engorgement de la justice, qui produit des effets délétères, mais pour tout le monde, usagers de drogue et autres. Les gens voient leur affaire traitée très tardivement, dans des conditions qui ne sont pas évidentes. Tout le monde travaille au sein de la justice et de la police dans des conditions qui ne sont pas évidentes non plus, et les justiciables, évidemment, en payent le prix. Et on peut quand même s'interroger sur la place que prend les stupéfiants dans ces priorités sur lesquelles je voulais mettre un peu l'accent. Voilà. Et donc, Christine, vous vouliez revenir sur… Oui. Oui, peut-être. Donc, il y a un autre paramètre, c'est que donc, la majorité des personnes qui sont interpellées par les forces de l'ordre pour des faits liés aux drogues est jeune et d'origine étrangère, mais aussi de sexe masculin. Et donc, la surreprésentation statistique de la délinquance dite des classes inférieures et des étrangers, qui sont souvent issus d'ailleurs de ces classes dites inférieures, est attribuée, comme l'a dit Marie-Sophie, à des contrôles plus systématiques, notamment via des contrôles d'identité dans l'espace public, à une plus grande visibilité du comportement des délinquants, mais aussi aux préjugés sociaux. Et donc, le problème, c'est que ces pratiques, en fait, renforcent des sentiments d'injustice, des sentiments d'exclusion sociale d'une population qui est déjà fragilisée. Mais par ailleurs, la lutte contre la drogue est aussi un créneau qui est porteur pour la police, hein, ce qui peut évidemment aisément faire valoir son efficacité par l'augmentation du chiffre des interpellations. Et par l'augmentation du chiffre des interpellations, elle va en fait renforcer sa légitimité, mais aussi l'image selon laquelle finalement c'est bien la drogue qui est la cause principale du crime et de l'insécurité. Et donc par rapport à ces préjugés raciaux, c'est l'avantage de faire une interview en distanciel, c'est que j'ai été sur Internet et il faut savoir qu'il y a un rapport qui a été publié en 2019
C'est un rapport d'un groupe d'experts sur les personnes d'ascendance africaine. C'est un groupe d'experts qui a été mandaté par les Nations Unies et qui a constaté, j'ouvre les guillemets, que la guerre contre les drogues a su fonctionner bien plus efficacement en tant que système de contrôle racial qu'en tant que mécanisme visant à combattre l'usage et le trafic de drogue illicite. Mais voilà, tout est dit dans cette phrase. Oui, effectivement. On parlait donc de la case police, juge d'instruction, éventuellement prison. J'aimerais quand même savoir aussi, vous parliez, il me semble que c'est vous, Christine, de sursis qui risquent de s'accumuler et puis on paye l'addition au bout. Mais outre les sursis, est-ce qu'il y a d'autres peines alternatives à la prison qui sont fréquemment et voire systématiquement utilisées dans les affaires de drogue, ou on reste quand même principalement sur un système amende-prison et pas forcément des peines alternatives? Bah, de manière générale, on reste dans un système très classique, mais ce n'est pas uniquement pour les drogues. Et de nouveau, il faut opérer une distinction entre les personnes selon leur origine socio-économique. Il y a plusieurs études, et ça Marie-Sophie peut sûrement en parler mieux que nous, plusieurs études criminologiques qui ont montré que pour les classes favorisées, on va plutôt avoir le trio amende, sursis, emprisonnement, et qu'à l'inverse, pour les classes socio-économiquement défavorisées, on va avoir le trio emprisonnement, amende et sursis. Alors, il y a des peines dites alternatives que sont la peine de travail, la peine de surveillance électronique, la peine de probation autonome. Mais Amaury, tu m'arrêtes, on a souvent considéré que la peine de travail ne pouvait pas s'appliquer aux usagers de drogue. En ce qui concerne la peine de probation autonome, il est bien indiqué dans les travaux parlementaires que ça peut être appliqué aux usagers parce que le juge peut, à titre de probation, imposer un traitement, mais cette peine est très, très peu appliquée. Idem pour la médiation pénale, qui est une mesure qui peut être imposée par le parquet, au stade du parquet, donc avant d'arriver devant les cours et tribunaux. Là aussi, la loi prévoit que le parquet peut imposer un traitement à l'usager de drogue, mais la médiation pénale représente 0,2% de l'ensemble des affaires qui sont traitées par les parquets. Et donc, oui, il y a cette possibilité de sursis ou de suspension du prononcé qui peut être octroyé de manière plus large aux usagers. Et effectivement, le sursis est appliqué, mais toujours avec un risque que dans le cadre du sursis, on impose comme condition le fait de suivre un traitement. Donc, c'est une forme d'injonction thérapeutique comme on l'applique en France. Mais on sait très bien que le parcours pour l'usager est semé d'embûches. Donc, c'est difficile de sortir de sa toxicomanie, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot. Et dès qu'il y a une rechute, rechute veut dire en pénal récidive, et qui dit récidive dit plus grande sévérité du système pénal. Et donc, c'est à nouveau un cercle vicieux. Amaury, vous vouliez intervenir? Vous pensez qu'on pourrait Mais, être moins avare de peines alternatives? mais je confirme ce que Christine a dit. Ça se voit aussi en pratique. Donc la peine d'emprisonnement, mais je crois que ce n'est pas propre à la matière des stupéfiants, mais toujours la peine d'emprisonnement reste la pierre angulaire du système répressif. Donc le juge commence par envisager celle-là, en tout cas c'est l'impression qu'on nous donne, éventuellement avec le sursis, mais bon, le sursis, ça se mérite aussi. Il ne faut pas s'y attendre 2, 3 ou 4 fois. Et puis avec le risque que Christine a mentionné, mais enfin, j'ai rarement vu quelqu'un qui bénéficiait 3 ou 4 fois du sursis pour découvrir en fin de parcours, seulement à sa 5e condamnation, que l'ensemble des sursis tombaient. Généralement, on n'en bénéficie pas autant de fois. Il m'est arrivé dans une affaire d'obtenir pour le client une peine de travail. C'était assez particulier. Donc, le juge a bien exprimé qu'il s'agissait d'une mesure de faveur tout à fait exceptionnelle pour ce genre de fait. On parlait de vente de cannabis. Et c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Et ce qui a motivé le juge, à mon avis, dans cette affaire-là, c'était de ne pas compromettre l'avenir professionnel et la réinsertion sociale de cette personne qui était quand même, qui avait un jeune âge, qui était intégrée en Belgique. Et donc, le juge a eu égard à ces considérations-là. Mais de manière générale,
on voit plutôt des peines d'emprisonnement avec sursis que des peines de travail ou des peines de probation pour des dealers. Ça reflète vraiment une certaine culture au sein de la magistrature, hein, que vous évoquez, c'est-à-dire de prendre la peine de prison comme point de référence et de considérer les alternatives comme des mesures de faveur, ce qu'elles ne sont absolument pas. Il ne s'agit pas de mesures de faveur, ce sont des peines à part entière. Et en plus, le législateur a voulu en faire des peines autonomes il y a quelques années. Hein, la surveillance électronique, la peine de travail, la peine de probation sont devenues autonomes alors qu'avant, il s'agissait plutôt de mesures. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est vrai qu'on n'appuiera jamais assez le fait que la prison est vraiment la peine du pauvre, hein, comme on dit. Et ces alternatives, elles sont pensées non seulement comme des faveurs, mais elles sont pensées avec l'idée de courir le moindre risque possible, je dirais, du côté de la justice. Et donc, il faut vraiment, pour en bénéficier, avoir des garanties d'insertion. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qui va avoir les garanties d'insertion? Mais généralement, les gens les plus insérés socialement. Et évidemment, les usagers de drogue, j'ai envie de dire, ils sont un peu en bas de l'échelle sur cette affaire-là. En tout cas, certains, hein, de nouveau, ceux qui vont plus facilement être visés par la police. Hein. Et donc, on voit que les logiques dans cette chaîne se reproduisent et, comme dit Christine, dans un cercle vicieux qui ne fait finalement qu'amplifier la pression sur les plus précaires et les plus fragiles d'une certaine manière. Parce que même si, et c'est un peu l'exemple d'Amaury, même si à certains moments, il arrive de temps en temps que l'un ou l'autre qui est relativement inséré tombe quand même dans les mailles du filet, ce sera quand même celui-là qui bénéficiera, je dirais, des mesures les plus je dirais, intéressantes pour lui. Je ne vais pas dire les plus clémentes, parce que finalement, toutes ces mesures, elles ont leurs difficultés. Mais en tout cas, la peine de prison sera quand même toujours pour celui qui est le plus mal loti et parfois le plus mal en point, hein. Ce qui pose quand même toute une série de questions, là, pour le coup, en termes de santé et de santé publique, quoi. En lisant en préambule, Marie-Sophie, vous avez travaillé sur le vécu des usagers de drogue par rapport à ce qu'ils vivaient dans la justice pénale. Qu'est-ce qui vous en est resté de la manière la plus saillante pour prendre un peu, pour changer le point de vue justement des principaux et des principales intéressés? Moi, ce que je retiens de plus saillant, c'est en fait cette espèce de parcours du combattant qui conduit finalement ces personnes usagères à devoir, certes, et c'est déjà pas une mince affaire, pour beaucoup de cas, avoir une intervention de police, passer devant un tribunal et être pénalisé, mais c'est aussi finalement toutes ces étapes extrêmement compliquées par lesquelles ils doivent passer et le nombre incalculable de professionnels qui sont amenés à rencontrer, en ce compris des professionnels dans le domaine de la santé ou des psys ou des choses comme ça, et où ils doivent finalement chaque fois aller déposer leur histoire, aller raconter leur affaire, comme si finalement le parcours était aussi un parcours narratif. Alors bon, ça fait un peu très universitaire de dire ça et ça paraît plus poétique qu'autre chose, mais ce parcours narratif, il a d'une certaine manière des conséquences et un impact aussi sur la manière d'être au monde, de se percevoir, de se ressentir, d'évoluer, d'imaginer son futur, d'imaginer ses possibles, etc. Et donc, je trouvais que le système pénal, il marque énormément parce qu'il propose, évidemment, aller purger une peine de prison, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement dur et douloureux, et ça, bien entendu, les personnes le disent et le racontent, mais au-delà de ça, le parcours et toute cette injonction à devoir toujours se montrer, s'expliquer, montrer qu'on s'en sort, devoir finalement donner en permanence des garanties alors qu'on se bat déjà contre soi-même, c'était ça qui m'a semblé très dur. C'était finalement ce double trajet, un trajet de pénalité qui est déjà en soi pénible, et puis un trajet finalement de multiplicité institutionnelle qui vont prendre en charge tant bien que mal une trajectoire qui se construit déjà avec beaucoup de fragilité. Voilà un petit peu pour répondre en un mot à ce que vous évoquez. Merci. Votre question plutôt. Pour fermer un peu la parenthèse du judiciaire, on a vu apparaître en Belgique une nouveauté, c'est-à-dire que c'est une nouveauté dans le sens où c'est un dispositif qui est testé dans 2 arrondissements judiciaires, celui de Gand et celui de Charleroi, les chambres de traitement de la toxicomanie, qu'on appelle également drug courts, et qui sont un peu sortis comme le lapin du haut de forme du prestidigitateur quand on conteste l'efficacité ou le bien fondé de la démarche judiciaire par rapport aux drogues. Ces dispositifs ont été testés pendant pas mal d'années dans ces 2 arrondissements et vont apparemment maintenant
incessamment sous peu être généralisé à toute la Belgique, il me semble. Alors, arrêtez-moi si je me trompe aussi. Mais est-ce que vous connaissez plus ou moins, vous savez de quoi il s'agit et ce qu'il faut en penser quelque part? Parce que ce sont des dispositifs qui sont déjà appliqués dans d'autres pays aussi, avec des résultats un peu mélangés, j'ai l'impression. Je ne sais pas qui veut répondre à ça. Christine? Personnellement, je ne connais pas très bien ce, ce domaine-là. Christine, peut-être? Mais ce n'est pas nouveau, hein. Moi, je me souviens quand je rédigeais ma thèse de doctorat, qu'on en parlait déjà. Il y avait effectivement un projet pilote et je me demande si ça n'avait pas commencé à Bruges avant d'être mis en place à Gand. Moi, je suis toujours très, très mitigée. Les acteurs de terrain vont vous dire que c'est fantastique, que ça diminue la récidive. La question qu'il faut toujours se poser, c'est comme pour les peines dites alternatives, il faut savoir à quoi, qu'est-ce que ça vient remplacer? C'est une alternative à quoi? Est-ce que c'est effectivement une alternative à la condamnation, à savoir que les personnes qui passent devant cette chambre spécifique, donc l'idée c'est que le parquet poursuive devant cette chambre spécifique et que l'usager s'engage à suivre un traitement et que s'il suit toutes les conditions que le juge lui impose, ben, il ne sera pas condamné. Mais est-ce que ça vient remplacer une condamnation potentielle, à savoir que si la chambre n'existait pas, ben, il serait poursuivi devant le tribunal correctionnel de manière tout à fait normale et il serait condamné à une peine d'emprisonnement, ou au contraire, est-ce que ça ne viendrait pas plutôt remplacer un éventuel classement sans suite, à savoir que s'il s'agit soit uniquement de détention en vue d'usage, soit de petites infractions qui sont commises en vue d'assurer un usage, ben, ça peut être classé sans suite, hein. Il faut savoir que 70% de l'ensemble des infractions qui entrent dans les parquets sont classées sans suite. Donc voilà, si c'est une alternative au classement sans suite, ben, de nouveau, on ajoute de la pénalité à la pénalité. On ne sort pas et par ailleurs, on reste dans le système pénal. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va imposer à l'usager? On va imposer de suivre un traitement. C'est une injonction de la justice. On sait très bien que la plupart des médecins et des centres de traitement sont réticents à cette injonction judiciaire parce que ce n'est pas une injonction qui vient de l'usager, donc il y a peu de chances de réussite. Et qu'est-ce qui se passe si effectivement l'intéressé ne suit pas son traitement ou ne respecte pas les conditions? Est-ce que là, la réaction pénale va être encore plus dure que la réponse normale? Est-ce que d'office, on ne va pas poursuivre l'usager devant la juridiction et le juge ne va pas se montrer plus sévère parce que vous avez déjà une chance, vous n'avez pas saisi cette chance, vous avez échoué, etc. etc. Donc, je suis très mitigée. Il faut attendre des résultats un peu plus probants. Je sais qu'il y a déjà eu quelques études exploratoires, mais voilà, c'est très critiqué en France, hein. L'agencement thérapeutique est un système qui est fort critiqué en France. Oui, à surveiller donc. Alors, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Je sais bien que vous n'êtes pas spécialement des spécialistes des prisons, mais il y a quand même une situation un peu paradoxale en prison. J'ai d'ailleurs rassemblé quelques chiffres. Christine l'évoquait, un détenu sur deux est enfermé de près ou de loin en vertu de la loi de 1921. Mais alors aussi, sur place, en prison, un détenu sur trois déclare quand même consommer des drogues pendant sa peine de prison. Et il y a même 4% des détenus qui ont découvert la consommation de drogue en prison. Donc, c'est quand même assez interpellant. Et quelque part, cette consommation, elle a beau être interdite, il y a beau ne pas y avoir spécialement ou de manière très aléatoire de dispositifs de réduction des risques divers et variés en prison. Quelque part, cette consommation arrange aussi l'institution pénitentiaire parce que ça a quand même la vertu de beaucoup calmer les prisonniers. On sait que s'ils ne se droguent pas, il y a souvent des prescriptions de médicaments. Mais il y a aussi cette consommation en prison. Est-ce que ça démontre simplement que la prison n'est tout simplement pas le lieu ou la solution? Ou est-ce qu'il y aurait moyen de gérer d'une manière ou d'une autre cette consommation avec éventuellement une réduction des risques? Bref, ça a l'air d'être un casse-tête vraiment complexe. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à ce sujet. Mais, oui, un petit mot là-dessus. Je connais bien les prisons, je ne suis pas spécialiste de la drogue en prison, mais il est clair l'hypothèse que vous évoquiez, Olivier, qui est de dire, en effet, les stupéfiants peuvent, d'une certaine manière, avoir une fonction à l'intérieur de la prison, une fonction de calme, etc. En même temps, les prisons sont toujours quand même prises dans cette ambiguïté que, certes, il y a cette fonction-là à certains moments au niveau de la consommation,
Mais par contre, au niveau de tout ce qui renvoie au fait de se les procurer, de dealer à l'intérieur même de la prison, etc., c'est quand même générateur d'énormément de tensions et d'énormément de problématiques au sein même de la prison. Des règlements de compte, des dettes financières qui doivent se payer par des manières que j'évoquerai pas ici. Donc, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, voilà, c'est ambigu. Il y a en effet le côté, je dirais, endormant. Et voilà, pour bien connaître les prisons, le nombre de fois où j'ai vu des gens en cellule qui sont défoncés, couchés sur leur lit et entre guillemets tranquilles. Mais bon, en même temps, ça peut être quelque chose qui arrange, entre guillemets, l'institution pénitentiaire. D'un autre côté, je pense qu'il y a quand même beaucoup de difficultés qui sont liées quand même à la présence des drogues en prison, en termes de tension, de violence, de marché, de transfert d'argent. Et puis évidemment, tout ce qui relève à ce fameux mystère, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de l'entrée de la drogue en prison. Évidemment, on peut très bien imaginer que tout ça se fait dans des cadres qui sont quand même pas très sains, de chantage, d'échange d'argent, parfois dans des mesures tout à fait... Voilà, donc cette hypothèse effectivement de la drogue fonctionnelle, oui, mais jusqu'à une certaine mesure. Et donc je pense qu'en effet, sortir les usagers de drogue de prison aurait quand même un effet pacificateur quand même à l'intérieur de la prison, en tout cas pour ce qui relève de certains types de comportements. Et je pense que ce serait vraiment tout à fait utile. Et je confirme tout à fait le fait que la prison, on dit toujours que la prison est criminogène, entre guillemets, mais au niveau de l'usage de stupéfiants, effectivement, la peine de prison reste une peine extrêmement difficile à vivre et il est clair que faire appel à des produits peut permettre à un moment donné de s'en sortir, même si on n'a pas une affinité très, très spécifique au départ en y arrivant. Donc oui, c'est un espace problématique au niveau des stupéfiants, mais de manière énorme et qui pose problème à tout niveau des intervenants pénitentiaires. Là, je veux dire, c'est un problème partagé par tous. On a peut-être moins tendance à en parler de la même façon de tous côtés, mais je peux vous dire que quand vous avez les confidences, que ce soit du personnel pénitentiaire, agents, direction, etc., et détenus eux-mêmes, je pense qu'ils regrettent tous la présence des stupéfiants en prison et c'est problématique pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir par rapport à la question des prisons? Christine ou Amaury? Oui, peut-être brièvement, mais avec prudence, parce que je parle bien entendu sur base de bruits de couloir qui me sont parfois relayés par des clients que je vais voir au parloir et qui confirment évidemment, que tout le monde sait, cette présence incroyable d'une grande quantité, enfin d'une variété de drogues en prison, disons plutôt ça comme ça, des choses qu'ils n'avaient même pas imaginées eux-mêmes avant d'y entrer. Ce sont des bruits de couloir. Mais alors aussi un cas plus spécifique d'un client héroïnomane qui avait été placé sous mandat parce qu'il lui arrivait aussi de dealer pour financer sa propre consommation d'héroïne. Et donc, il se retrouve fatalement du jour au lendemain en prison sans sa dose quotidienne, ses doses quotidiennes. Et c'est vraiment terrible de passer de tout au rien, ou plutôt de quelque chose à rien du jour au lendemain. Et il a très mal vécu. Il s'en est pris au mobilier de sa cellule. Ça lui a valu d'ailleurs des sanctions disciplinaires. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la prison, plutôt le personnel à la prison s'est rendu compte qu'il fallait peut-être faire quelque chose. Et alors, comme souvent dans ces cas-là, on leur prescrit un traitement à la méthadone ou au Suboxone, qui agissent sur les mêmes récepteurs que l'héroïne, mais qui ne sont pas des substances illicites. Et on diminue les doses au fur et à mesure du temps. Et je dois dire que là, le client était assez content de m'annoncer après quelques mois qu'il était à une dose quasi nulle et qu'il se considérait comme allant mieux ou étant sevré grâce à finalement ce traitement qui lui avait été imposé, mais qui semblait, en tout cas à ce stade-là,
d'y être bénéfique. Alors, c'est quelque chose que les clients détenus aiment bien dire, surtout quand ils ont passé quelques mois en détention préventive et qu'ils se présentent devant le juge, c'est de dire, voilà, ça allait mal avant mon entrée en prison, ça va mieux maintenant, je gère ma consommation. Alors, je ne sais pas quel crédit il faut accorder à cela. Est-ce qu'ils le disent pour se présenter sous un meilleur jour ou bien est-ce qu'il y a vraiment une amélioration? Je pense que c'est un petit peu des deux. Alors, voilà, est-ce qu'on peut y voir un effet bénéfique du programme imposé? Christine dira que c'est une injonction et que ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire idéalement. Et malheureusement, je n'ai pas de vue sur ce qui se passe à la sortie de prison. Je ne peux pas vous informer là-dessus. Si je peux me permettre d'intervenir, je pense que pour ce qui concerne vraiment la façon pour certains de s'en sortir, on a trop tendance à vouloir chercher la recette. Et je pense que l'enjeu, c'est finalement de trouver la bonne méthode par rapport à la personne et ses besoins, son type de consommation, sa personnalité, son environnement, etc. Et je pense, alors certainement pas pour faire l'apologie de la prison, mais que dans certains cas de figure, oui, un contexte dur, contraignant, dans lequel on évoque quelque chose peut avoir des effets. Maintenant, de là à envisager ça comme principe général pour l'ensemble des usagers de drogue, là, on est tous d'accord autour de la table pour dire que ça ne fonctionne pas. Et par ailleurs, il existe, indépendamment de la question carcérale, aussi des formes de prise en charge tough, comme disent les Américains, avec des formes qui ne sont pas celles pour lesquelles ma sympathie naturelle va, mais qui fonctionnent pour certains parce que c'est ça dont ils ont besoin. Et voilà. Mais donc, fondamentalement, ce que je pense, c'est que la prison n'est jamais que le réceptacle absurde, éventuellement, de l'une ou l'autre logique qui peut convenir à l'un ou l'autre, comme toute logique peut convenir à quelqu'un à un moment donné. Et donc, dans ce sens-là, je suis certaine qu'effectivement, Amaury a raison, que dans certains cas de figure, ça peut se produire. Mais je pense que ce n'est pas le seul espace, effectivement, où ce type d'histoire aurait pu, on est tous d'accord là-dessus, aurait pu se produire. Et donc, dans ce cas-là, c'est parfois un peu ce qu'on trouve comme déformation professionnelle de la part des magistrats, c'est de se dire, bon, ben, on va donner un coup dur et ça va amener un réveil. Comme si finalement, si même coup dur il était nécessaire, ce dont je doute quand même dans 80%, 90% des cas, si même coup dur il était nécessaire, est-ce que c'est à la prison d'administrer ce coup dur ou est-ce que ça ne peut pas non plus se jouer dans un cadre thérapeutique où c'est des modalités qui sont pensées comme telles mais avec un objectif qui est un objectif de soin. La prison n'a aucun objectif de soin. Si elle fait du soin, c'est quelque chose de parallèle, c'est quelque chose finalement de dérivé, parce qu'elle est obligée de gérer un public en difficulté et qu'il faut bien faire au jour le jour avec ce qu'on a comme difficulté. Mais l'objectif de la prison n'a jamais et ne sera jamais celle du soin. Donc, si à un moment donné, ça produit des effets, ben, ça n'est jamais qu'un effet non attendu et qui se produit de manière peut-être un peu magique. Sur un malentendu, quoi. Ouais, c'est ça, comme tu dis. Ok, Christine? Oui, moi je voulais aussi rebondir sur ce que Marie-Sophie vient de dire en réaction à l'intervention d'Amaury. Donc quand j'ai été avocate, puisque j'ai été avocate pendant plusieurs années, j'avais pas mal de clients qui étaient usagers de drogue. Et il y en avait un, ça a été d'ailleurs mon premier client, qui était un usager d'héroïne et qui n'arrêtait pas de faire des allers-retours avec la prison. Et il allait beaucoup mieux quand j'allais le voir en prison que quand il venait me voir au cabinet. À savoir que quand il était en prison, ben à ce moment-là, il n'y avait pas de traitement de substitution. Donc, c'était un arrêt pur et dur. C'était dur au début, mais après, il s'en portait mieux. Mais il se portait aussi beaucoup mieux parce qu'il connaissait très bien la prison. Et donc, c'était son milieu. Il connaissait tous les rouages du système. Il faisait un petit peu le caïd, il se nourrissait, il faisait un peu de sport. Et quand il sortait de prison, ben, il recommençait à consommer, il se faisait attraper et puis il retournait en prison. Mais donc, il ne faut pas oublier qu'il se retrouvait en prison parce que la drogue est criminalisée. Et je pense que c'est quand même le point de départ qu'il faut retenir. Et il ne faudrait pas non plus se laisser berner par
tous les dispositifs de réduction des risques, et ils sont de plus en plus nombreux, que ce soit les traitements de substitution en prison, que ce soit aussi les chambres, comme on l'a dit, de traitement de la toxicomanie, qui finalement viennent pérenniser le système pénal et viennent légitimer le système pénal, sous couvert d'un vernis humanitaire, d'un vernis thérapeutique. Là, vous voyez, le pénal, en fait, vient soigner les gens, les sorts de leur toxicomanie. Non, ça reste des exceptions. Et il ne faut pas oublier que le pénal, ça crée d'abord de la souffrance. Et puis, il ne faut pas oublier que si on se retrouve en prison, c'est parce que les drogues sont criminalisées. Donc, comme le dit Marie-Sophie, il faut peut-être d'abord penser en dehors du système pénal avant d'essayer de pérenniser, de légitimer le pénal avec des dispositifs qui sont des emplâtres sur une jambe de bois. Voilà. Parce que le risque est aussi ce phénomène que les criminologues appellent la prisonisation. Et la prisonisation, c'est finalement le fait, et ça arrive dans beaucoup de profils de gens qui ont connu les institutions étant très jeunes, des gens qui ont été placés très jeunes, placés en tant que mineurs, qui ont été en famille d'accueil ou dans des structures d'accueil, etc., qui finalement n'ont connu que des espaces institutionnalisés et dans lesquels ça devient finalement un environnement de vie. Et c'est vraiment comme ton client, la Christine, qui finalement avait là un cadre de vie spécifique. Et je trouve qu'il y a une faillite finalement démocratique et une faillite presque humanitaire à se dire que finalement la structure ultime qui maintient finalement en vie des personnes qui ont besoin de structure et dont ce besoin est légitime parce que nous vivons tous avec, je dirais, des environnements soutenants, c'est ça qui nous fait vivre, mais de finalement amener certains à ce que l'environnement soutenant dans lequel ils peuvent trouver un traitement, dans lequel ils peuvent avoir une certaine, finalement, des repères de vie, mais soit finalement la prison, quoi. Je trouve que c'est vraiment une faillite démocratique qu'il faut vraiment souligner. Et je trouve, Christine, tu as raison de dire que pénaliser les usages de drogue, c'est vraiment ce qui est le point de départ de toute cette misère aussi qu'il va falloir traiter par la suite, quoi. Et donc, on crée de la misère et puis après, on se réjouit de la capacité de gérer convenablement cette misère. Donc, je pense qu'à un moment donné, ce cercle vicieux, il faut le casser et on n'y échappera pas. D'ailleurs, les États-Unis commencent à y penser. La France est en tension parce qu'elle est très conservatrice, mais il y a des mouvements quand même très forts, un débat qui s'ouvre quand même à certains moments. Je pense que cette question de l'inscription des drogues dans la loi, c'est là le nœud du problème. Je pense qu'on n'aurait pas le même débat, même s'il y a des mécanismes observés, si on parlait d'autres faits infractionnels. On peut toujours critiquer la prison et ses méfaits, etc., et tout ce qu'on veut. Maintenant, quand on parle d'usagers de drogue ou quand on parle d'autres types d'infractions, il ne s'agit quand même pas de la même chose. Et ça, je pense qu'il faut quand même le dire, le redire et frapper sur le clou. Alors, on va avancer un petit peu parce que le temps passe. J'aurais voulu savoir, donc on a un peu esquissé le cadre réglementaire, légal, le dispositif judiciaire, le dispositif carcéral. C'est quand même tout un arsenal qui a du volume et qui coûte cher, etc. Tout ça pour quel résultat, en fait? Par exemple, sur la consommation, est-ce que c'est au moins efficace? Et puis, est-ce qu'il y a d'autres effets délétères éventuellement Enfin, je vous laisse un peu ronger cet os-là. Est-ce que ça fonctionne, tout ça? L'argument principal qui est souvent évoqué d'un point de vue politique, c'est la dissuasion. C'est de dire que si le produit est interdit, et si on punit ceux qui le consomment et ceux qui traficotent autour, on va dissuader. Et d'une manière générale, la dissuasion, ça ne marche pas. Là aussi, d'un point de vue criminologique, les études qui se sont un peu penchées sur ces éléments-là ne montrent que ce type de message ne fonctionne qu'avec des gens qui ne seraient pas passés à l'acte. Donc, fondamentalement, l'objectif de la dissuasion ne marche pas. Et d'ailleurs, un indicateur assez intéressant, c'est de voir que certains ouvrages ont été publiés pour montrer les effets de dissuasion avec un vernis scientifique qui, finalement, sur le fond, était inexistant. Et on a découvert que c'était publié par l'extrême droite. Donc, on voit vraiment qu'il y a une bataille idéologique pour tenter de gagner idéologiquement une bataille qui, entre guillemets, est perdue. De facto, dans les faits, les analyses montrent que la dissuasion, ça ne fonctionne pas.
Donc voilà, alors le reste là, Christine, en tant que professeure de droit pénal, le sait mieux que quiconque, ben voilà, il y a d'autres objectifs donnés à la peine, mais on voit bien qu'elle ne les remplit pas, et elle les remplira d'autant moins avec des usagers de drogue, que le travail est important à faire, et que la peine a de multiples objectifs, mais certainement pas celle du soin. Donc voilà. Donc peut-être que pour le contrôle des populations jugées dangereuses, ça fonctionne, mais pas en tout cas pour la consommation. Et puis il y a un impact sur les vies des personnes, enfin, on l'a un petit peu évoqué. Quel est l'impact sur la consommation, Christine? Il est complètement nul, il est inverse, il est… Alors, ben, ça bouge, hein, ça joue un peu aux montagnes russes, les statistiques en matière de consommation et en fonction des drogues. Et donc, il y a l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies qui tient des statistiques assez à jour. En tout cas, en ce qui concerne la consommation de cannabis, ben, soit elle reste stable, soit elle est en nette augmentation depuis un certain nombre d'années, ce qui montre bien que, puisque pratiquement tous les pays en Europe ont les mêmes politiques en matière de drogue, qui montre bien que la pénalisation n'a aucun impact sur la consommation. Comme le dit Marie-Sophie, il faudrait vraiment prévoir des peines très, 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 très fortes, genre 20 ans d'emprisonnement pour une détention de cannabis qu'on ne peut pas se permettre, évidemment, dans des États démocratiques, pour que ça ait éventuellement un impact sur la consommation. Et donc, effectivement, on ne remplit pas du tout l'objectif de dissuasion, d'éviter la récidive, hein, puisque c'est ça l'objectif, enfin, un des objectifs qui est poursuivi par la peine. Et par ailleurs, on est effectivement face à des usagers. Donc, c'est comme pour l'alcool et pour le tabac. Quelqu'un qui veut arrêter, on sait qu'on va devoir s'y reprendre à plusieurs reprises et que ce n'est pas la première fois qu'on va y arriver. Mais moi, ce que je voulais quand même souligner, c'est qu'au départ, l'objectif qui est poursuivi par la criminalisation, donc indépendamment de l'objectif qui est poursuivi par les peines, c'est un objectif de santé publique. Hein, c'est le premier objectif qui est à la base de l'adoption des premières conventions internationales qui ont donné lieu à l'adoption des lois nationales. Et cet objectif de santé publique, il peut être poursuivi de différentes manières. Notamment via la criminalisation. Encore faut-il, et ça c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui met ça en avant, que l'objectif qui est poursuivi par la criminalisation soit proportionnel, à savoir que les moyens qui sont mis en œuvre sont proportionnels à l'objectif poursuivi. Et c'est ça la question qu'il convient de se poser. Est-ce qu'il est proportionnel, en fait, de criminaliser les drogues pour poursuivre un objectif de santé publique? Et c'est notamment sur cette base, cet objectif de proportionnalité, que le Portugal a décriminalisé. Donc, le Portugal a inscrit dans sa constitution le principe de proportionnalité et a considéré qu'il n'était pas proportionnel de pénaliser l'usager, tout ça pour poursuivre un objectif de santé publique. Voilà. Est-ce qu'on pourrait envisager la même politique ici qu'au Portugal? Oui, tout à fait. Je veux dire, il suffit qu'il y ait suffisamment de volonté politique, hein, c'est ça, c'est ça. Mais s'il y a suffisamment de volonté politique, ben, le législateur peut faire comme il peut les faire, et donc il pourrait décriminaliser, j'entends bien décriminaliser, donc sortir complètement tout ce qui entoure la détention du cannabis et des autres drogues, parce que le Portugal a décriminalisé l'usage, la détention, la culture de toutes les drogues, et éventuellement, mais ce n'est même pas indispensable, éventuellement remplacé par d'autres types de sanctions, à savoir au Portugal, c'est dorénavant des sanctions administratives. Mais on n'est pas obligé non plus de prévoir, il ne faut pas spécialement remplacer le pénal par autre chose, aussi on peut considérer que ça ne constitue plus une infraction, point à la ligne. Je crois qu'Amaury voulait aussi intervenir. Oui, j'ajouterais juste quand même sur le Portugal que ça s'accompagne quand même aussi en parallèle d'une vraie politique de santé publique par rapport aux drogues. Ce n'est pas juste une décriminalisation. Tout à fait, et c'est comme par exemple en Hollande. Alors il faut savoir qu'en Hollande, la loi est pratiquement la même que la loi belge, mais il y a beaucoup plus de tolérance, notamment pour permettre la vente de cannabis dans des coffee shops qui sont extrêmement taxés. Ces taxes qui reviennent à l'État sont massivement réinjectées dans de la prévention et dans la réduction des risques. Donc oui, effectivement, on peut aussi mettre cet argent ailleurs, hein. On n'est pas obligé de le mettre dans les drogues. Bien sûr. Amaury, vous souhaitez intervenir?
Oui, par rapport à la dissuasion qui a été évoquée par Marie-Sophie et Christine, je voudrais dire plusieurs choses. Tout d'abord, je l'ai déjà dit plus tôt, hein, donc les poursuites se concentrent essentiellement sur le côté offre du marché. Donc, les distributeurs, les producteurs et très peu, voire pas du tout à ma connaissance, sur le côté demande. Alors, et c'est bien que si dans un marché, il y a une demande, eh ben, il y a une offre. En tout cas, le marché reste attractif pour l'offre. Et donc, je m'interroge quand même sur la cohérence d'un système dans lequel tous les efforts sont concentrés sur les offrants. Alors, je n'ai pas dit pour autant, qu'on me comprenne pas mal, qu'il faut se mettre à poursuivre devant les tribunaux correctionnels les simples consommateurs. Mais voilà, je me pose la question. Et alors, il y a une phrase, une motivation, un motif que je lis souvent dans les décisions de justice, donc les décisions de condamnation des dealers. On justifie là une peine élevée par le mépris profond qu'affiche le condamné pour la santé publique, enfin pour la santé, l'intégrité physique et psychique des consommateurs. Moi, je trouve qu'il n'est pas tellement juste de faire porter toute la responsabilité des dommages liés à la consommation, aux consommations problématiques, sur les seuls producteurs et distributeurs. Parce que, comme je l'ai dit, pour qu'il y ait un marché, pour qu'il y ait une consommation, il faut aussi qu'il y ait des consommateurs et des demandeurs. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, à force de pénaliser, de réprimer et d'investir des gros moyens sur les distributeurs, on crée en fait un paradoxe, un effet paradoxal qui consiste à maintenir des prix élevés sur le marché, hein, parce qu'il y a une prime au risque, et qui finalement va attirer sur le marché que ceux qui se sentent capables, ou en tout cas qui ont un intérêt à rester maintenir leur activité criminelle. Donc, ceux qui emploient les gros moyens, si je puis dire, donc qui ont recours aux menaces, à la violence ou tout simplement qui exercent une activité à beaucoup plus grosse échelle. Donc, des études ont démontré que dans les pays, ou en tout cas dans les villes où il y a le plus d'arrestations, le plus de poursuites contre les dealers, ben c'est là qu'on retrouve le niveau de violence le plus élevé. Et troisièmement, toujours à propos de cette dissuasion, ben, quand on dissuade par la répression, il me semble qu'on investit moins dans la dissuasion par la prévention, par la sensibilisation. Et moi, je suis inquiet, car comme je vous l'ai dit, je rencontre beaucoup de suspects lors d'auditions. Je vous ai dit que c'est des jeunes hommes jeunes, des jeunes, parfois pas scolarisés, et sur lesquels on peut lire parfois les dommages d'une consommation excessive. Donc, c'est des gens qui ont une humeur fluctuante, donc ça se ressent très vite, donc qui passe du très agréable à très irrité, y compris en audition. Des gens qui sont très nerveux et qui ont parfois pas toute leur capacité mentale. Et alors, je leur pose très ouvertement la question, je dis, monsieur, est-ce que vous consommez du cannabis ou d'autres stupéfiants? Ils me disent oui. Pourquoi cette question? Ben, je le ressens et en fait là, je suis surpris par le manque de conscience, de lucidité à propos de leur propre état. Donc, c'est des gens qui ne sont pas au courant ou pas assez informés qu'en fait, le cannabis, si on le consomme trop jeune ou si on le consomme en trop grande quantité, ça peut aussi créer des dommages. C'est quelque chose qu'ils ont l'air de totalement ignorer et qu'ils apprennent alors lors de ce contact en entretien confidentiel. Et donc, quand on dit la répression est censée dissuader aussi bien les consommateurs que les dealers, ben, je me pose plusieurs questions sur l'effectivité de cet objectif. Pour conclure, déjà, on a évoqué l'hypothèse d'une décriminalisation. Est-ce que vraiment ça résorberait, je dirais presque comme par magie, d'une part, l'arriéré judiciaire? Est-ce que ça viderait les prisons? Est-ce que ça bénéficierait au budget de l'État? Enfin, quelles seraient les conséquences si demain on trouve le courage politique pour décriminaliser? Quels en seraient les bienfaits, éventuellement les effets délétères aussi?
En tout cas, il y aurait du boulot à faire, hein. Il y a certainement, c'est certainement, comme dirait l'autre, quelques minutes de courage politique, mais après ce courage politique, il faudrait remonter les manches et sans doute faudrait-il subir une période de transition, d'adaptation. Et voilà, donc je pense qu'il faudrait être prêt à assumer des changements de pratiques, de comportements. Et je pense aussi que toutes les instances qui ont eu l'habitude de travailler avec une certaine routine, avec un certain mode de fonctionnement, seraient amenées aussi à redéfinir leur propre mode de fonctionnement. Je pense ici à la justice, puisque c'est ce que je connais le mieux. Et de se dire, bon, moi, ce que je redouterais, c'est vers quoi est-ce qu'on va déplacer l'attention, je dirais au niveau judiciaire. Là, je ne parle pas au niveau des stupéfiants eux-mêmes, dans la mesure où, comme Olivier vous le soulignez, il y a aussi quelque chose dans le fonctionnement de la pénalisation, je dirais, d'une gestion de certaines populations précaires, vues comme ennuyeuses, etc., etc. Et je reprends la phrase d'un collègue, mais qui date d'il y a des années, mais qui est toujours, à mon sens, très intéressante. Un collègue avait interviewé un policier qui m'avait dit, mais vous savez, moi, je veux bien qu'on dépénalise les stupéfiants, mais alors pénalisons autre chose, pénalisons le port des chaussettes jaunes, parce que moi, j'ai quand même toujours besoin d'un levier pour pouvoir intervenir à l'égard de certaines populations. Cette phrase était très, très intéressante parce qu'elle montre combien, évidemment, si on retire les stupéfiants du judiciaire, certes, on aurait l'objectif de désengorger, etc., mais quels vont être les mécanismes qui vont se mettre de manière presque automatique pour combler le vide que ça va créer? Donc, quand je dis il y a du travail, c'est ce vide-là qu'il faudrait anticiper pour finalement ne pas retrouver nos usagers de drogue toujours dans le même circuit, mais sur la base d'un autre objectif qui serait, alors les chaussettes jaunes, c'est amusant, mais voilà, c'est parce que finalement, on a quand même pour beaucoup, ceux qui s'en sortent le plus mal aussi avec leurs produits sont aussi ceux qui s'en sortent parfois le plus mal socialement, parce que je pense que la capacité ou non de gérer une consommation, elle est aussi corrélée avec l'environnement. Et donc, dans ce sens-là, ceux qui gèrent le plus mal, alors je n'en fais pas une généralité, mais c'est souvent ceux qui ont le moins de support autour d'eux. Et ceux qui ont le moins de support autour d'eux sont toujours une cible pour la justice et le système pénal, quelle que soit l'infraction. Donc moi, voilà, en tant que criminologue qui travaille vraiment sur les effets délétères du pénal dans son ensemble et plus seulement autour des stupes, c'est la peur que j'aurais, c'est l'appel d'air, mais pas l'appel d'air à la consommation, mais comment est-ce qu'on va combler le vide dans cette gestion de population vue comme dérangeante. Et donc, on doit vraiment attaquer, je dirais, l'affaire de manière très, 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 très profonde dans le rapport qu'on a à la différence, le rapport que l'on a à la précarité et à l'intérieur de ça, le rapport qu'on a à une consommation de produits qui vient souvent être le symptôme d'une consommation problématique de produits qui vient souvent être le symptôme d'une dérive, mais qui se passe dans des domaines très diversifiés. Donc voilà, c'est comme ça moi que je verrais ça, mais voilà, ce n'est pas parce qu'il y a cet appel du vide qui peut faire peur que pour autant cette peur doit nous empêcher d'avancer, parce qu'on a, voilà, comme le dit Christine, on ne va pas se contenter de constats d'échec année après année, décennie après décennie. Il va bien falloir tourner la page et passer à autre chose, mais cette autre chose doit être préparée et vraiment monitorée, si j'ose dire, avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Christine. Pardon, Marie-Sophie. Je ne sais pas si Christine ou Amaury, vous avez encore un petit mot de conclusion. Peut-être juste rebondir sur l'intervention de Marie-Sophie. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, Marie-Sophie. Forcément, si l'usager de drogue ne va plus être criminalisé pour avoir détenu de la drogue, ça va rester quelqu'un de précarisé, ça va rester un étranger, ça va rester un jeune. Donc, évidemment, il faut agir surtout sur les causes sociales. Mais décriminaliser, ce n'est pas grand-chose, hein. Il suffit tout simplement de rayer un comportement dans la loi sur les stupéfiants, et pour moi c'est super important
qu'on arrête de criminaliser un comportement qui n'aurait dû jamais être criminalisé. Alors maintenant, la décriminalisation, elle peut prendre différentes formes et on peut uniquement décriminaliser les comportements qui entourent l'usage et continuer à criminaliser d'autres comportements comme le trafic, comme l'importation, comme l'exportation. Mais il faut aussi arrêter cette hypocrisie qui consiste à dire on fout la paix aux consommateurs en gros et surtout on fout la paix aux consommateurs de cannabis, cette casquette un peu angélique par rapport aux consommateurs de cannabis et pas les consommateurs d'autres drogues. Et cette drogue qui tombe du ciel, vous pouvez consommer, mais surtout, vous ne pouvez pas acheter. Donc, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut oser la décriminalisation de vraiment tous les comportements qui entourent la détention de toutes les drogues, mais il faut aussi penser réglementation, parce que le système, comme il s'envisage apparemment au Luxembourg, si ce n'est d'autoriser la culture à des fins de consommation personnelle, mais le système aussi, comme il se passe en Hollande, est extrêmement hypocrite. Donc, il y a une tolérance vis-à-vis d'un certain nombre de comportements. Mais en attendant, si on veut entamer des poursuites à l'encontre des gens qui achètent, qui vendent, qui cultivent, on peut toujours le faire. Donc, c'est toujours cette manne, comme tu dis, Marie-Sophie, enfin, ce levier pardon, qu'on peut activer si à un moment on veut faire du chiffre, si à un moment on veut que les gens aillent en prison. Donc pour moi, il faut aussi aller plus loin. Il faut, comme en Uruguay, il faut réglementer, à savoir il faut une prise en charge étatique à tout le moins du marché du cannabis. Je pense que les mentalités ne sont pas prêtes pour aller plus loin. Si on peut déjà aller jusque-là, c'est bien. Alors non seulement ça rapporte de l'argent, c'est un objectif de santé publique parce que l'État contrôle évidemment la qualité des produits, c'est ce qui vend. Ça évite toute la délinquance acquisitive qui est liée donc à l'achat des produits. Donc il faut non seulement décriminaliser, sortir du pénal, vider en partie les prisons, mais il faut oser aller un pas plus loin et mettre en place une réglementation, une régulation, comme on dit, par la prise en charge étatique du marché du cannabis. Merci de le souligner. D'ailleurs, effectivement, les divers modèles existants à l'étranger et les possibilités de modèles qu'il pourrait y avoir pour la Belgique font l'objet d'autres webinaires et d'autres sections du site modèlesasuivre.org. Amaury, un petit mot de la fin ou on peut conclure? On peut conclure parce que je rejoins ce qui a été dit. Voilà, pour conclure, je vous remercierai vraiment de tout cœur, tous les trois, toutes les trois. J'aimerais juste rappeler que si on fait tout ça aussi, c'est parce que la loi drogue en Belgique, dont on a parlé longuement, fête cette année son centenaire. Elle date du 24 février 1921 et que à cette occasion, pour fêter, célébrer, entre guillemets, le collectif Stop 1921 a lancé une campagne de sensibilisation autour de cette loi et de ses effets délétères, et une campagne que vous pouvez notamment retrouver sur le site unhappybirthday.be. Voilà, je vous remercie vraiment de tout cœur Merci à d'avoir toi, participé Olivier. à ce webinaire. Et il y en a d'autres encore à regarder sur le même site. Et voilà, merci, à une prochaine fois.